La patrouille la mort. La patrouille la mort. La patrouille la mort. Merci. Thomas Sankara, un nom qui continue de vibrer dans le cœur de millions d'Africains et d'Africaines à travers le monde. Figure charismatique, symbole d'une jeunesse déterminée et visionnaire, il incarne encore aujourd'hui un modèle d'intégrité, d'audace et de lutte pour la justice sociale. À seulement 33 ans, ce jeune capitaine prend les rênes du pouvoir au Burkina Faso, un pays alors rongé par la pauvreté, les inégalités et la dépendance économique. Le moins que l'on puisse dire est que Thomas Sankara n'était pas un dirigeant comme les autres. Il rêvait d'une Afrique libérée des chaînes coloniales, souveraine et unie. En seulement 4 ans, il a transformé son pays. Promotion des droits des femmes, autosuffisance alimentaire, lutte contre la corruption et l'impérialisme, tout en insufflant un vent de fierté et d'identité nationale au peuple burkinabé. Mais derrière ce projet révolutionnaire, les ennemis étaient nombreux. Comment cet homme, simple guitariste à ses heures perdues, est-il devenu l'un des plus grands personnages du XXe siècle? Quels étaient ses rêves, ses combats, mais aussi ses contradictions? Pourquoi, après tant d'efforts pour redonner sa dignité à son peuple, son destin a-t-il été brutalement interrompu le 15 octobre 1987 dans un assassinat qui continue d'interroger l'histoire? Par qui et sous les ordres de qui fut-il assassiné? Qui avait intérêt à éteindre la voix d'un homme qui dérangeait autant les élites africaines que les puissances étrangères? Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble le parcours exceptionnel de Thomas Sankara, un leader visionnaire dont les idées résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la justice, à la liberté et à la renaissance de l'Afrique. Préparez-vous à plonger dans une histoire captivante, celle d'un homme qui a refusé de se soumettre et qui jusqu'à son dernier souffle est resté fidèle à ses principes. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, dans la colonie française de la Haute-Volta. Fils d'un père Selmi Mossi et d'une mère Mossi, il grandit dans un environnement où se mêlent valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père, ancien combattant de l'armée française, devenu infirmier gendarme, grâce à ses revenus, épargne à sa famille la pauvreté qui touche la majorité des indigènes. Le jeune Thomas poursuit ses études secondaires au lycée Ouzin Coulibaly de Bobo Dioulasso, puis au Prytanée militaire de Kadiogo à Ouagadougou. À Ouagadougou, la capitale, il fréquente les enfants des colons et se révolte contre les injustices subies par les voltaïques. Bien qu'élevé dans une famille chrétienne où il sert à la messe, il refuse d'entrer au séminaire et décide de devenir militaire. Après l'obtention de son baccalauréat, il part pour le Cameroun, où il suit une formation d'officier à l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé. Il poursuit ensuite sa formation à l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar, où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles. C'est là qu'en 1972, il assiste au soulèvement populaire qui renverse le président Philibert Tsiranana, un ami de Jacques Foccart, installé à la tête du pays par la France depuis 1959. Cet événement l'inspire et lui donne l'idée d'une révolution démocratique et populaire en Haute-Volta. De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il se distingue par sa conception de l'enseignement militaire, intégrant une formation sur les droits et devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats. Il répète souvent: sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Très cultivé et charismatique, il devient rapidement une figure populaire au sein de l'armée et commence à se faire connaître de la société civile. Un an plus tard, en 1974, un conflit éclate entre la Haute-Volta et le Mali au sujet de la zone frontalière d'Agacher, une étroite bande de terre disputée par les deux pays depuis leurs indépendances en 1960. Cette région recèle des ressources potentielles en manganèse, titane, pétrole et gaz naturel, rendant sa possession stratégique pour le développement économique
des deux nations. Le président voltaïque, le général Sangoulé Lamizana, et le président malien, le lieutenant Moussa Traoré, ne trouvant pas de solution pacifique, se résolvent à résoudre le conflit par la guerre. Cependant, les combats se limitent à quelques escarmouches et ne durent que 2 jours, du 15 au 17 décembre 1974. Le bilan est de 3 morts, 1 du côté voltaïque et de 2 du côté malien. Les pertes matérielles sont minimes et les civils sont épargnés. Au cours de ces affrontements, l'offensive malienne du 15 décembre est repoussée par une contre-attaque voltaïque menée par le commando du lieutenant Thomas Sankara qui prend le village de Douma, tue 2 soldats maliens et capture des armes. Finalement, le conflit sera réglé grâce à l'intervention de médiateurs africains dont le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guinéen Sékou Touré. Grâce à son courage et à son leadership au front, Thomas Sankara est acclamé comme un héros à son retour à Ouagadougou. Cette guerre avec le Mali renforce sa renommée nationale et il est promu capitaine. En 1976, il participe à un stage d'aguerrissement au Maroc. C'est pendant ce stage qu'il se rapproche de Blaise Compaoré, un militaire qu'il connaît déjà. Ayant tous deux fréquenté l'émir au Cameroun, ils partagent des valeurs communes et tissent une amitié qui devient peu à peu fraternelle. Après son stage au Maroc, Sankara revient au pays et prend le commandement du Centre national d'entraînement commando, le SNEC, situé à Pau, à 150 km au sud de la capitale. Il fait de son ami Blaise Compaoré le numéro 2 du SNEC. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes ROC, composé de figures telles que Henri Zongo, Bokari Kaboré et Jean-Baptiste Bokari Lingani. En pleine guerre froide, le penchant communiste de Sankara suscite des tensions parmi la classe politique burkinabé qui ne voit la politique qu'à travers le prisme de l'héritage colonial français. À la fin des années 70, le régime de Sangoulé Lamizana est de plus en plus contesté. Le peuple exige le départ de ce gouvernement qu'il juge autoritaire, corrompu, injuste et trop soumis aux volontés de Paris. C'est dans ce contexte qu'en 1980, des grèves, notamment celle du syndicat des enseignants, se généralisent. Pendant 2 mois, plusieurs secteurs du pays sont paralysés. Le 25 novembre, un coup d'État militaire mené par le comité militaire de régressement pour le progrès national. Sangoulé Lamizana est renversé et le colonel Saye Zerbo, ancien ministre des Affaires étrangères, prend la tête du pays. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'État, mais ne s'y oppose pas non plus. Populaire, il est nommé en septembre 1981 secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saye Zerbo. Cependant, bien que ce nouveau régime soit initialement accueilli positivement par la population, Saye Zerbo se révèle rapidement répressif et mêle l'armée à des scandales. En 1982, il supprime le droit de grève, ce qui pousse Sankara à démissionner, estimant qu'il s'agit d'une violation des droits fondamentaux du peuple. Le 21 avril 1982, lors d'une intervention en direct à la télévision, Sankara déclare « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. En réaction, Saye Zerbo le dégrade et l'exile de la capitale. Pourtant, loin de le discréditer, cette action augmente la popularité de Sankara et renforce la sympathie du peuple à son égard. Le 7 novembre 1982, un autre coup d'État renverse Saye Zerbo et le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo prend le pouvoir. En janvier 1983, il nomme Thomas Sankara Premier ministre d'un Conseil de salut du peuple, CSP. Très rapidement, Sankara se prononce ouvertement pour une rupture avec le système néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. Il dénonce les illusions du système france-africain, notamment l'aide alimentaire, et commence à mettre en place des politiques pour rendre le pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Dans son expression de souveraineté réelle, il invite en avril le dirigeant libyen Mohamed Kadhafi, alors un ennemi déclaré de la France. Ce rapprochement avec Kadhafi inquiète Paris qui voit ses intérêts menacés. Le gouvernement français exerce alors des pressions sur Jean-Baptiste Ouédraogo pour qu'il arrête Sankara.
Peu après la visite de Kadhafi, François Mitterrand envoie son secrétaire aux affaires africaines, Guy Pen, à Ouagadougou. Sur place, Pen remet des valises d'argent au président Ouédraogo tout en lui donnant des instructions venant directement de l'Élysée. Suite à cette visite, Ouédraogo limoge Sankara et le place en résidence surveillée. La pression populaire pour la libération de Sankara est immense. Les militaires, les syndicats et les étudiants manifestent tous pour sa libération. Malgré cette mobilisation populaire, Jean-Baptiste Ouédraogo reste sourd à la demande du peuple. Sankara est emprisonné, tandis que ses proches sont traqués, arrêtés et neutralisés. Cependant, son ami, Blaise Compaoré, parvient à s'échapper et rejoint la garnison de Pau. Là, il convainc les militaires et organise la libération de Sankara. Le 4 août 1983, la garnison de Pau arrive à Ouagadougou, accompagnée d'une foule en liesse. Sankara est libéré et installé à la tête du Conseil national révolutionnaire. Ce coup d'État renverse Jean-Baptiste Ouédraogo et fait de Sankara le nouveau dirigeant du pays. Thomas Sankara, désormais l'homme le plus populaire de la Haute-Volta, aussi bien chez les militaires que chez le peuple, prend les rênes du pays. Il peut enfin mettre en œuvre ses politiques. C'est le début de la révolution sankariste. Une révolution sans précédent dans le monde entier. Sur le plan interne, dans les premières heures suivant son accession au pouvoir, après avoir formé un gouvernement composé de cadres compétents et désigné son ami Blaise Compaoré comme numéro 2 du régime, Thomas Sankara fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité nationale. Il met en œuvre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif et ne souhaite plus que son pays dépende de l'aide alimentaire extérieure qu'il considère comme un instrument de l'impérialisme. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. En seulement 3 ans, Thomas Sankara réussit à résoudre un problème majeur, la famine. Le pays atteint son objectif de garantir 2 repas et 10 litres d'eau par jour pour chaque citoyen. L'ONU reconnaît son succès en affirmant qu'il a vaincu la faim et il a fait de la Haute-Volta un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Le capitaine Thomas Sankara mène aussi une lutte farouche contre la corruption et l'accumulation de richesses injustifiées. Pour cela, il met en place des tribunaux chargés de poursuivre les détournements de fonds publics. Sankara donne l'exemple lui-même en participant publiquement à un interrogatoire concernant sa situation financière. Pour réduire le luxe et les privilèges dont bénéficient certains cadres du gouvernement, il supprime les avantages inutiles et coûteux. Par exemple, les voitures de luxe des ministres comme les Mercedes et les Renault 25 sont remplacées par des petits Renault 5 qu'il utilise également comme président lors de ses déplacements dans le pays. Il encourage également les fonctionnaires à adopter l'habit traditionnel burkinabé, le faso d'Anfani. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean, le jean avec c'est bien cousu là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Travaille dans quoi? Ouais, formaldehyde. Formaldehyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Cette initiative permet à de nombreux paysans de générer un revenu en tissant ce vêtement purement africain. Lui-même et sa délégation portent ce vêtement 100% made in Haute-Volta lors de leur déplacement. Pour renforcer la participation populaire, il crée les comités de défense de la révolution CDR auxquels chacun peut participer.
Ces comités assurent la gestion des affaires locales et organisent les grandes actions collectives. Ils sont responsables de la sécurité, de la formation politique, de l'assainissement des quartiers, de la production locale et du contrôle budgétaire des ministères. Sur le plan de l'infrastructure, il fait construire des barrages hydroélectriques pour augmenter la capacité énergétique du pays et permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à l'électricité. Il met aussi en place des mesures d'irrigation et des techniques d'amendement des sols pour améliorer la fertilité des terres afin de soutenir l'agriculture. Un secteur vital pour plus de 70% des voltaïques à cette époque. Sankara lutte également contre l'analphabétisme en construisant des écoles à travers tout le pays. En 4 ans, le taux d'alphabétisation passe de 13 à 73%. Quelle réussite! Concernant la situation des femmes, il adopte des mesures radicales. Il interdit la marchandisation des femmes, le mariage forcé et l'excision. Et il fixe un âge minimal légal pour le mariage. Symboliquement, il instaure aussi une journée du marché au masculin pour sensibiliser à l'importance du partage des tâches ménagères. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Les femmes sont intégrées dans l'armée et dans le gouvernement. Et des inégalités persistantes, notamment dans l'éducation, sont supprimées. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il commence à faire des enfants, jusqu'en terminale, on ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à 1 jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyé. Conscient des enjeux environnementaux, il dénonce les causes humaines de l'avancée du désert. Très en avance sur son époque en matière d'écologie, il interdit la coupe abusive de bois, met en place des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation du gaz et impose des amendes à ceux qui enfreignent ces interdictions, tout en interdisant les feux de brousse et la divagation des animaux. Il sera interdit de couper le bois. Désormais, tout véhicule transportant du bois sera arrêté. Et des amendes lourdes seront prononcées contre le propriétaire du véhicule. Et nous permettrons ainsi à la nature de se reproduire de façon harmonieuse. Sous son régime, les ingérences françaises disparaissent. La France perd son influence dans les décisions politiques du pays et l'appropriation des ressources, notamment de l'or, est remise en question. La Haute-Volta commence à vendre son or au prix du marché international, mettant fin aux privilèges de l'ancien colon. Panafricaniste et anti-impérialiste, Sankara multiplie les discours pour sensibiliser les peuples aux enjeux géopolitiques, tant pour la Haute-Volta que pour l'Afrique en général. Il impose aussi une formation politique aux militaires, rappelant souvent que sans culture, un militaire n'est qu'un criminel ambulant. En 1984, il renomme la Haute-Volta en Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Merci, Président.